2, France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, l'info autrement tous les jours de 16h à 18h sur France Maghreb 2. À la une, après la proposition de Ahmed Guedsala de convoquer le corps électoral le 15 septembre. Êtes-vous favorable à l'organisation d'une élection présidentielle avant la fin de l'année? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2, en nous appelant au 01 40 33 9000. Nous en parlons dans quelques minutes avec Sofiane Nakdari et Yasser Louati qui tous les deux font leur rentrée aujourd'hui. Nous parlerons aussi de la mort du fils de Mohamed Morsi suite à un arrêt cardiaque. Très jeune, il est décédé. C'est ce que nous avons appris hier. Les conséquences, on abordera ce sujet dans cette émission. Dans la partie sociétale avec Karima Perroni, nous recevrons la fondatrice de l'association En Avant Toutes pour parler éducation et prévention sur les violences faites aux femmes. Toute cette semaine, nous y consacrons une partie dans cette émission. Sans oublier quelques infos zappées pour nous parler notamment de Facebook qui risque de supprimer les likes, les j'aime et évidemment le quiz en fin d'émission. Bienvenue à vous. On est installé tranquillement avec vous et en votre compagnie jusqu'à 18h pour le grand forum sur France Maghreb 2. Le grand forum, le coup de cœur. Le coup de cœur sur France Maghreb 2. Offre valable jusqu'au 30 septembre. Voir conditions en magasin participant. FM à Orléans et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, l'info autrement tous les jours de 16h à 18h sur France Maghreb 2. Ravi de vous retrouver sur votre radio France Maghreb 2 avec tout à l'heure dans notre partie consacrée au sujet de société. Nous allons continuer d'explorer évidemment ce sujet à la une de tous les médias aujourd'hui, en cause de Grenelle pour lutter contre les violences faites aux femmes. Mais tout à l'heure nous recevrons la fondatrice de l'association En Avant Toutes avec Karima Perroni. Mais pour l'instant il fait sa rentrée aujourd'hui dans le LGF. Après de bonnes vacances, Sofiane Nakdari, comment ça va Sofiane? Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs, les auditrices. Et évidemment, quand il y a Sofiane Nakdari, on parle d'Algérie, forcément, avec l'occasion peut-être pour nous de refaire un petit retour en arrière, parce qu'il s'est passé quand même des choses cet été, c'est un petit peu passé inaperçu, sauf pour ceux et celles qui suivent un peu l'actualité de près, et notamment pour celles et ceux qui sont allés en Algérie, en vacances, bien sûr. Alors, la question est la suivante, sur proposition de Guedsala, Ahmed Guedsala, eh bien, il convoquerait donc le corps électoral pour le 15 septembre en vue d'organiser des élections présidentielles avant la fin de l'année. Y êtes-vous favorable justement à cette élection présidentielle avant la fin de l'année? C'est vrai que la question se posait entre une période de transition ou des élections rapides donc, et visiblement nos auditeurs Sofiane ont répondu en majorité pour l'heure à 58% sur Facebook France Maghreb 2 pour voter pour des élections donc, et oui également à 60% sur Twitter le grand forum FM2. Vous pouvez voter, faites évoluer dans un sens ou dans un autre le sondage, à vous de jouer. Vous avez la parole aussi en nous appelant 01 40 33 9000 pour nous dire si vous êtes favorable à l'organisation d'une élection présidentielle en Algérie d'ici la fin de l'année. Sofiane, l'occasion pour nous de retourner un petit peu en arrière. Alors cet été a été encore agité par de nombreuses arrestations et la prison d'El Harrach qui n'a pas cessé de se remplir. La prison d'Al Harrach et d'autres prisons dans le pays, parce qu'on parle surtout de grosses têtes qui sont tombées ou qui sont entre les mains de la justice, ont une détention provisoire. Souvent, l'enquête est en cours, concernant surtout un gros poisson qui s'appelle Taïeb Louh, qui était l'ancien ministre de la Justice ou de l'Injustice, avec ses liens avec le général Balakser, qui était l'ancien patron de la gendarmerie. On a un autre, mais dans le groupe aussi de Anis Rahmani, le patron d'Al-Nahar. Et on a plein d'enquêtes sur pas mal de dossiers, surtout cet argent sale qui a été spolié, sur le terrain agricole, sur l'immobilier, les promoteurs immobiliers. Il y a énormément d'enquêtes. Maintenant, les Algériens qui vivent en Algérie sont au courant de ces procédures judiciaires qui ont été ouvertes. Mais ceux qui sont en France, malheureusement, quand je vois comment la couverture médiatique de tout ce qui est en train de se passer en Algérie est complètement déformée, si ce n'est dénaturé des événements qui se déroulent aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, l'information, c'est un des outils de propagande qui est utilisé afin de déstabiliser des pays, et l'Algérie n'est pas épargnée. 01 40 33 9000 pour nous dire si vous êtes favorable à l'organisation d'une élection présidentielle en Algérie. Je te pose pas la question, je connais la réponse, Sofiane. Évidemment, tu y étais favorable depuis le début d'ailleurs. Ouais, depuis le début, élections rapides.
J'étais contre la transition qui a été proposée déjà par Saïd Bouteflika à l'époque, qui devait être dirigée par l'Akhdal Ibrahimi. J'avais cité même son CV un peu approximativement. C'était quelqu'un qui était derrière Taif, c'est-à-dire l'accord qui a conclu la guerre civile qui s'est déroulée au Liban, qui est devenu à 100% confessionnel, qui était derrière Paul Bremer, qui était l'ancien gouverneur de l'Irak. Et on a bien vu aujourd'hui la division, comment elle est en Irak. Il était l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie. C'est quelqu'un qui est vraiment très lié aux intérêts américains en quelque sorte. Et il devait vraiment gérer cette transition qui était proposée à l'époque par Bouteflika. Et aujourd'hui, beaucoup de gens dans le Hirak qui appellent à une transition avec une constituante, etc. Moi, j'avais donné les raisons pour lesquelles j'étais contre la constituante. C'est-à-dire aujourd'hui le peuple est tellement divisé qu'on n'a pas à perdre du temps. On a besoin de réformes profondes pour libérer ce pays qui est complètement sclérosé. Et comment faire ça à part des élections ou un président légitime qui viendrait avec des élections bien sûr libres et démocratiques, transparentes, ce qui est en train de se mettre en place depuis un bon moment, depuis le panel, avec toutes les critiques qu'on peut trouver sur ce panel, mais qu'avec le dialogue on peut résoudre ce problème. En tout cas, on s'aperçoit que les adversaires de Gaët Salah sont très présents sur les réseaux sociaux et menacent même clairement justement contre l'organisation rapide d'élections présidentielles en Algérie, des adversaires qui eux veulent jouer sur le pourrissement finalement en fait. Ils veulent jouer, pas tous, hein. Il y a des gens sincères qui pensent réellement qu'une transition ne peut se faire qu'à travers ce processus, mais sauf qu'on est dans une... On a vu ce que ça a donné quand même, les périodes de transition ailleurs, je veux dire les exemples sont là. Hein. Les exemples sont là et surtout le contexte régional et international ne nous permet pas de jouer avec le feu. Aujourd'hui nous sommes en train de libérer le pays à travers le Hirak bien sûr, mais aujourd'hui le Hirak n'est plus le même du 22 février, n'est plus le même actuellement. Il est infiltré, il est infesté par des groupes, des militants, par des partis politiques qui ont leur propre agenda, c'est de leur droit, hein. Mais qu'ils utilisent le Hirak où il y avait 20 millions et veut dire que c'est le peuple qui demande. Aujourd'hui, vous avez des partis qui commencent à se positionner, qui font des manifestes, commencent à éclaircir leur position. Vous avez par exemple le RCD à travers Mohsin Belabès. Il a clairement dit que l'islam est un obstacle au développement du pays. C'est-à-dire, on voit bien que c'est l'article 2 de la Constitution qu'ils veulent supprimer. Ouais. Vous avez le FFS qui s'est positionné pour une situation. Ils nous ont tellement fait peur avec le modèle égyptien. Aujourd'hui, ils prennent le modèle soudanais. D'accord. Si vous voyez un peu le modèle soudanais, c'est une catastrophe. Ça peut finir dans quelques mois. Je mettrai un billet malheureusement pour l'éclatement encore du Soudan. Déjà, il est divisé en deux, mais il sera divisé en plusieurs parties malheureusement pour eux. Comme le Yémen aujourd'hui, on a une manifestation aujourd'hui de millions de Yéménites du Sud qui demandent à se libérer du Yémen du Nord. On a presque 7 millions d'habitants dans le Yémen du Sud. Il y a 3 ou 4 millions qui sont dans la ville de Aden et Hadramaut. Aujourd'hui, vous avez des partis, vous avez des gens qui commencent, par exemple, tu as parlé de gens qui prennent la parole sur les réseaux sociaux. Vous avez un Ilyas Rahmani qui est très connu sur YouTube, qui appelle clairement éliminer Gaët Salah. Hier dans sa vidéo, il demande à ce qu'on élimine Gaët Salah, clairement. Loi martiale. Ça n'a pas le meurtre. Clairement. Ouais. Il l'a déjà fait à travers des vidéos par et on rappelle que ces gens ne vivent pas en Algérie. Hein. Non, bien sûr. Là, par exemple, donc c'est très facile de faire ça quand on est à l'étranger. Il était clair la dernière fois, l'Arbi Zetot, un des membres de Rached, avait appelé à une grève générale à la fin de l'année. Il a demandé aux immigrés qui sont en Algérie de repartir très tôt parce que là, il risque d'y avoir. C'est-à-dire, les Algériens, ils peuvent s'entretuer là-bas, mais ceux qui vivent ici en Europe, ils doivent rentrer parce que ça risque d'imploser en Algérie. C'est-à-dire, ils mettent le feu, mais voilà. En fait, la question est toute simple, Sofiane. Est-ce qu'il y a une différence entre la diaspora algérienne à l'étranger, on va parler de la France parce que c'est le pays qui nous rassemble aujourd'hui, et la population qui vit là-bas? On a l'impression qu'ici, beaucoup se font entendre et émettent une opposition à ce que propose Gaët Salah, alors qu'en Algérie, moi, on me disait, pas plus tard qu'avant-hier, différentes personnes me disaient Gaët Salah est très populaire en Algérie. Non, pas Gaët Salah. Gaët Salah, c'est juste la façade. On a voulu personnaliser le sujet en parlant de Gaët Salah, mais en vérité, ces gens-là, ils veulent l'institution militaire. Aujourd'hui, vous avez des slogans clairs contre l'institution militaire. Quand on vous dit les généraux à la poubelle, c'est clair qu'ils sont contre l'institution militaire. C'est pas Ahmed Gaët Salah. Ils ont personnalisé, ils ont appelé de leur vœu à ce qu'il y ait un coup d'État en Algérie. Un coup d'État à la soudanaise. Et sauf que ça s'est pas déroulé, tant mieux pour eux, tant mieux pour nous et tant pis pour eux. Mais aujourd'hui, Ahmed Gaët Salah, il représente une décision collégiale de l'ensemble des militaires et des chefs de région.
et ils sont pour qu'il y ait des élections et qu'on sorte de cette crise politique, parce qu'il y a une crise économique qui commence à poindre un peu, en plus une crise sociale. Il y a une telle division au sein de la société. Il y a des pages Facebook et des pages qui appellent à la haine anti-kabyle, anti-arabe. On sait pertinemment ce jeu comment il est infesté par certains. Et aujourd'hui, malheureusement, il faut sortir le plus rapidement possible. Après, il y a des critiques sur la décision d'aller vers des élections présidentielles, mais c'est la décision la plus raisonnable à mon sens. 01 40 33 9000 pour nous dire si vous y êtes favorable justement à l'organisation d'une élection présidentielle au plus vite avant la fin de l'année, pour faire simple, le temps de faire campagne, que les gens puissent déposer leur dossier, les candidats effectivement, tout ça s'organise. Déjà l'instauration de la commission indépendante. C'est ça, voilà. Et donc en fait, en clair, Guetzala a proposé de convoquer le corps électoral pour le 15 septembre. Voilà, pour que ça soit des élections avant la fin d'année. C'est une proposition qui a été faite par son encontre suite à un discours dans la ville de Ouargla. Voilà. Alors, on a avec nous au téléphone quelqu'un qu'on connaît bien ici à France Maghreb 2 et dans le Grand Forum, mais je pense qu'il a profité de ta présence, Sofiane, pour nous appeler. C'est le docteur. Bonjour, docteur. Oui, bonjour mes amis. Bonjour Bon retour des vacances. Je vous appelle de Bruxelles. Ah, très bien. Je tiens à parler autant à Monsieur Christophe, puis qu'à mon ami, mon collègue plutôt, Monsieur Sofiane Lakhtari. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci docteur. Lors de ton retour des vacances. Là, juste une question précise. Là, j'ai bien suivi les événements d'Algérie. Et tu sais très bien, depuis 8 ans que je parle avec tout le monde, mes sentiments vis-à-vis et de l'Algérie et de son peuple. Actuellement, vu la division mondiale, tu sais mieux que moi, c'est pas le moment d'en parler comme ça. Il y a, comme on appelle, la troisième guerre mondiale froide qui se dessine. L'Iran, maintenant, ouvertement avec la Russie, sont en train, le 17, ça t'échappe pas, le 17 septembre, vont faire des grandes manœuvres militaires dans l'océan Indien. Je pense que même la Chine va les joindre, plus ou moins l'Inde. Donc, actuellement, malheureusement, je le répète, les pays arabes sont hors circuit, comme il a dit Monsieur Macron. Il n'y a plus l'hégémonie blanche occidentale. Il y a, pour les ambassadeurs, il y a une quinzaine de jours. Donc maintenant, l'Algérie, où ça se situe? Pourquoi vous allez vous bouffer le nez entre vous, comme ce qui se passe ailleurs? La seule chose qui était bien en Algérie, que n'existe pas, malheureusement, ni en Syrie, ni en Libye, ni en Égypte, que vous êtes quand même, disons pas chauvin, vous êtes quand même nationaliste. La France n'a pas réussi, Charles de Gaulle, à vous diviser entre Kabyle, le nord algérien, le Sahara, tout ça. Vous avez dit toute l'Algérie ou rien. Où vous en êtes malheureusement maintenant, Monsieur Sofiane? Non, où vous en êtes malheureusement? Vous rejetez ceci, cela, c'est votre droit, c'est la liberté. Et tout l'armement que vous avez vient de la Russie. C'est un peu schizophrène, mais respect à l'Algérie, alors que les Américains continuent le pétrole, Sonatrach et compagnie. La France regarde d'une manière méfiante tout cela. Très Où vous en êtes? Est-ce que tu peux me répondre? Parce que je m'inquiète pour l'Algérie, c'est tout, en un mot. Moi, je pense qu'on est dans le dernier virage, docteur. Pour le moment, pour qu'il y ait des traites, il y en a eu toujours des traites qui travaillent pour des agendas étrangers. Ça ne veut pas dire que ceux aujourd'hui qui manifestent sont pour un agenda étranger. Il y a des gens qui croient qu'une transition démocratique ne peut passer qu'avec un processus de transition, etc. Sauf que le contexte régional et surtout la pauvreté de la classe politique, on est devant une classe politique qui est complètement inexistante. C'est une classe politique elle était impliquée dans le système Bouteflika durant ces 20 dernières années, parce que vous avez la majorité des partis qui ont été créés après les événements d'octobre 88 et le multipartisme qu'on a vu, et ils ont été impliqués directement avec le système Bouteflika. Pour chasser tout le monde et se retrouver sans personne, c'est impossible, ça n'existe pas. Maintenant, commencer par des réformes structurelles et des réformes structurées, et ça ne peut se faire qu'à travers le dialogue. Aujourd'hui, il y a un panel qui commence à travailler, ils ont rencontré des
gens, ils ont rencontré pas mal de partis, une trentaine, plusieurs associations, et il y a d'autres en face qui rejettent tout. Même le dialogue, ils le rejettent. Alors ces gens-là, on va pas rester une éternité à essayer de discuter avec eux, sachant que ces gens-là sont connus par leurs voyages réguliers, soit au Qatar, soit ici à Paris, soit à Londres. Bien sûr. Voilà. Excusez-moi, Sofiane, juste un mot, parce que je veux pas avoir que je suis fatigué là. Faites-en, parce que tu parles Akhdar Ibrahimi, tu sais très bien, la moitié de sa vie, il l'a passé à Damas. Il parle l'accent syrien. Tu vas pas comparer l'ensemble. Vous n'allez pas faire la bêtise des Syriens. Maintenant, ce dialogue à Astana, à Genève, tout ça. Lui n'existe plus. Gardez quand même votre dialogue entre vous en Algérie. Non, là, l'Akhdar Ibrahimi, docteur, je l'ai cité, c'était Bouteflika qui voulait le mettre en tant que... Oui, voilà. Mais maintenant, il n'existe plus. Je donne l'exemple, vous êtes loin des autres. C'est pas que je minimise les Syriens. Si je suis là depuis 50 ans, depuis l'âge que j'étais adolescent dans ce pays-là, c'est à cause des guerres là-bas. Donc, vous êtes beaucoup plus intelligent et plus nationaliste que les autres, parce que vous n'allez pas être divisé entre arabophones. Non, il y a pas. Il y a une telle maturité aujourd'hui. Moi, ils ont essayé la carte religieuse. Là-dessus, tu me rassures, parce que je veux pas que vous allez vous négocier votre problème à Genève plus tard. La raison pour laquelle l'armée et l'institution militaire voulaient qu'on reste sur le cadre constitutionnel, c'est pour éviter les interventions étrangères. On a bien vu qu'au Soudan, après un coup d'État, la constitution est tombée et c'était une décision américaine qui a été et ça serait bien, Christophe, si on pouvait donner au moins ce qui se passe au Soudan, parce qu'on en parle souvent. Tout à fait. On va en parler dans un instant. Je t'interromps 2 secondes. Le Soudan, c'est un peuple très mature, c'est un peuple très bien. Malheureusement, ils ont joué encore contre lui, comme tu dis. Il faut que les gens le sachent actuellement. Donc, ils ont qu'à taper. Comme exemple que l'Algérie à suivre. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, docteur. Merci, docteur. À bientôt du côté de Bruxelles, évidemment, du Soudan. Bon, on dira un petit mot, hein, évidemment, Sofiane, parce que c'est important. C'est vrai que il est souvent cité en exemple. Mais sans qu'on nous dise ce qui est en train de se passer. Tu tapes sur Internet, Christophe, Soudan, sur les réseaux sociaux, c'est un truc de malade. J'étais en train de voir j'ai jeté un coup d'œil hier, c'était un truc de fou. Des insultes, c'est-à-dire les prémices d'une division de ce pays, c'est un truc de malade. Ce qui pouvait unir le Soudan, à savoir la religion qui était la religion musulmane, ils l'ont supprimé de ce nouveau accord, et même la langue arabe, l'arabité, elle a été supprimée. C'est-à-dire, chaque région qui a sa propre langue, direct. Bon. C'est-à-dire le début, sans parler des libérations des Janjaouides, etc. Ahmed Ghedsalah propose de convoquer le corps électoral pour le 15 septembre en vue d'organiser des élections présidentielles avant la fin de l'année en Algérie. Y êtes-vous favorable? Pour voter, Facebook France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Permettez-moi de passer un petit coucou à 2 auditeurs qui nous écoutent à Djerba et qui sont en vacances là-bas. Ils ont bien raison. C'est Zineb et Aboubakar que je salue évidemment. Et qu'on nous écoute de partout, bien sûr. Le grand forum France Maghreb 2. Pour télécharger l'application, n'hésitez pas, France Maghreb 2. Le site pour écouter, www.francemaghreb2.fr. On est là, présent évidemment. Le LGF, l'info autrement. Dans un instant, vos appels 01 40 33 9000. Le temps qu'on regarde si les sondages, si la question du jour, parmi les résultats, est-ce que ça a évolué un petit peu? Et on attend l'ami Yasser Louati qui, pour sa rentrée, est en retard. Je crois que ça mérite au moins des sanctions. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, l'info autrement tous les jours 16h-18h avec Sofiane Lakdari et Yasser Louati qui est en route. Il arrive, notre ami Yasser, pour sa rentrée aujourd'hui. La question du jour aujourd'hui, on parle de l'Algérie évidemment parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé déjà. Il se passe quand même des choses que l'on doit suivre de près. Est-ce qu'on peut dire un petit mot quand même, Sofiane, sur Aigle Azur? Parce que a priori Aigle Azur c'est presque terminé. Ouais, j'ai vu une procédure judiciaire. Procédure judiciaire, et il y a des passagers qui seraient bloqués du côté d'Alger. Vraiment. Et même quand tu cherches dans le moteur de recherche pour voir les billets, ça n'apparaît même pas avec Glazure maintenant comme proposition. Donc on peut dire que Glazure c'est pratiquement fini. Oui, il parle du 10 septembre comme quoi. Oui. C'est une société qui embauche à peu près 1100 personnes, dont 800 en France. Alors peut-être El Menjel il a touché un peu la compagnie à Glazure. On sait que l'ancien patron c'était un cousin à Sidom Saïd. Oui.
Une histoire de famille, quoi. Le grand patron de l'UJTT algérienne. Alors, on parle d'éventuelles élections présidentielles en Algérie organisées avant la fin de l'année. En tout cas, c'est le vœu, le souhait, la proposition de Ahmed Guetzala qui a proposé de convoquer le corps électoral pour le 15 septembre. Y êtes-vous favorable? Vous avez toujours oui, qui parmi la tendance sur les réseaux sociaux, sur France Maghreb 2, sur Facebook. Vous êtes 58% à dire oui, 55% sur Twitter, le grand forum FM2. Continuez de voter évidemment parce que ça nous intéresse d'avoir un petit peu votre avis, votre ressenti, et surtout nous appelons aussi au 01 40 33 9000. Est-ce que cette diaspora algérienne, Sofiane, est-ce qu'elle est entendue, parce qu'elle a beaucoup manifesté, elle s'est beaucoup mobilisée, notamment au début. On se souvient Place de la République, il y avait des milliers de personnes tous les dimanches, puis ça s'est un petit peu atténué. Est-ce que cette diaspora se fait entendre, et surtout qu'est-ce qu'elle souhaite faire entendre? Malheureusement, à titre personnel, j'ai pas beaucoup plus d'informations, soit c'est un manque d'informations de ces associations qui ne communiquent pas avec les Algériens, les Franco-Algériens. Moi, j'ai vu au début, il y avait une organisation qui voulait rencontrer Emmanuel Macron au départ pour voir l'évolution de la situation. Oui, on se souvient, oui. Voilà. Après, maintenant sur le panel, j'ai entendu un ancien conseiller de Monsieur Sarkozy qui a été invité. Mais l'ancien conseiller, celui qui a glorifié Shimon Peres à l'époque. On a vu quelques personnalités qui ont été invitées, auto-représentants de la communauté de la diaspora algérienne. Moi, je pense qu'il viendra un jour où il faut qu'on s'organise et qu'on puisse donner un peu notre avis de manière beaucoup plus claire et de rassembler un nombre assez important de gens et d'intellectuels et qu'on arrête de se faire représenter par des gens qui ont leur propre agenda. Mais quel jeu elle peut jouer, cette diaspora algérienne? Non, cette diaspora, qu'on arrête un peu, que cette diaspora arrête de parler que de billets d'avion. Elle peut apporter énormément de choses au pays. Qu'on arrête de parler que de ça. Quand on parle diaspora, c'est les billets ou bien c'est les billets chers, ou on se limite vraiment à 2 ou 3 questions, alors qu'on peut apporter énormément de choses. Et je pense que elle a un rôle à jouer, quoi. Elle a un rôle dans cette reconstruction, et le pays ne peut se faire qu'avec nous et pas contre nous, en nous occultant en vérité. Karim est avec nous au 01 40 33 9000 pour nous donner son avis. Bonjour Karim. Bonjour à toute l'équipe. Salut bonjour, Karim, comment ça va? Ça va, merci, et vous? Christophe, ça va? Oui, très bien. Impeccable, mon ami Karim, impeccable. Alhamdoulilah, c'est bien. Bon, alors, je voudrais réagir au niveau de l'Algérie. Oui. Bon, au niveau des élections. Oui, on t'écoute, Karim. Voilà. Bon, franchement, ça regarde que moi, hein. Ça me concerne que moi. Moi, pour moi, élection ou pas élection, ça va rien changer. Vaut mieux que ça reste comme ça pour le moment. Je vais te dire pourquoi, Christophe. D'accord? Comme tu sais très bien, je vais souvent en Algérie. D'accord? La vie, le mode de vie en Algérie a beaucoup baissé. Ça veut dire au niveau des prix. L'euro a chuté. Ça veut dire que l'euro, il était échangé à 22. Aujourd'hui, il est à 16, 17. D'accord? Guetzala, il fait des choses bien. En ce moment, actuellement, il fait des choses bien. Même au niveau des aéroports, des ports, il n'y a plus de hagara, comme on disait à l'époque, tu vois. Il n'y a plus de tout ça. Tu as vu, ça a beaucoup évolué. Alors, vaut mieux pour l'instant que ça reste comme ça. Allô? Oui, on t'écoute, Karim, ouais. Ouais, vaut mieux pour l'instant que ça reste comme ça, et les élections, on verra ça un peu plus tard. Même au niveau d'Alger, au niveau des manifestations, ça s'est beaucoup calmé, c'est plus ce que c'était. Il y a pratiquement presque plus de barrages dans tous les wilayas de l'Algérie. À l'époque, on était encerclés de partout. Actuellement, franchement, vaut mieux que ça reste comme ça, parce que les élections, on sait pas qui on va mettre. Mais Karim, pardon, mais c'est pas tenable de rester comme ça. Soit il faut faire un choix au bout d'un moment, soit on est effectivement dans une période de transition et tout s'organise doucement, soit on va vers des élections pour que le pays puisse redémarrer. Il faut quelqu'un qui soit à la barre de ce pays quand même. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Christophe, mais en toute sincérité, actuellement, l'Algérie se porte très très bien. Et avec un président élu, Karim. Mieux que l'année dernière et mieux que l'année d'avant. Karim. Oui. Ouais, et même avec un président élu, même l'armée, parce que maintenant, aujourd'hui, toutes les critiques vont à l'encontre de l'armée. Et aujourd'hui, elle ne peut pas, vraiment, vu le contexte régional, elle ne peut pas vraiment subir toutes ces critiques. Elle doit donner la carte politique, c'est aux hommes politiques de gérer le pays. Mais l'institution militaire, elle gérera. Après, maintenant, la lutte de la corruption, on a bien vu que la justice, elle a commencé à bouger. J'espère qu'elle continuera. Elle a bougé énormément, franchement, énormément. Et je vais dire autre chose, qu'on mette un président aujourd'hui ou qu'on le mette demain, dans un an, l'armée aura toujours son mot à dire. Qu'on se mette bien d'accord. Comme dans tous les pays du monde. Hein. Aux États-Unis, Donald Trump, on voit bien que c'est l'État profond qui le bloque, hein, dans toutes les réformes. Bien sûr. Maintenant, Guetzala, il est pas fou, il est pas con. Comme il a dit, et comme il le redit, comme il va le redire, il veut pas être président, ça c'est sûr. Mais il cherche une stabilité pour l'Algérie. Il cherche à nettoyer l'Algérie. Malgré ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, actuellement, c'est lui qui nettoie l'Algérie. Je suis pas pour lui, je suis dit contre lui. Ça regarde que moi. Mais je vous parle en connaissance de cause. D'accord? En toute sincérité, vu comment c'est parti actuellement en Algérie, c'est super bien parti. Dans tous les, je vais donner un exemple, hein.
Tu prends 6-7 mois en arrière, 1 an en arrière, le kilo de poulet, il était à 500 dinars. On est bien d'accord. Aujourd'hui, le kilo de poulet, il est à 170 dinars. D'accord. Ouais, les prix ont baissé, oui. Voilà, tu vois, il y a de l'évolution. Bon. Peu, certes, c'est vrai, mais ça commence à bouger. Bon, merci Karim en tout cas pour ton avis. Toi, donc t'es pour une pas trop de changement quoi finalement. Non, c'est pas trop changement, non, tu m'as pas compris. Pas actuellement, pas dans le cas actuel. Parce que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va ramener une personne qu'on va placer et qu'on va gouverner directement. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas être démocratiquement comme ils disent, tu vois. Ouais. Après, la démocratie, moi, j'y crois pas trop. En France, pareil, y a pas de démocratie, hein. Ils veulent te faire voir s'ils vont te faire voir, hein. Mais actuellement, vu comment c'est parti en Algérie, le nettoyage qu'il y a actuellement en Algérie, au sein de l'armée, au sein des gouvernements, au sein des partis, au sein des wilayas, c'est super bien parce qu'il y a beaucoup de maires qui sont actuellement en état d'arrestation. Il y a comme le Walid Tlemcen actuellement, il est incarcéré. Il commence à faire le ménage. Alors vaut mieux faire le ménage, tout nettoyer et ensuite on parlera d'un président parce qu'actuellement mettre un président déjà. La population va pas accepter. Elle va dire oui, on va un président, malgré qu'ils vont voter pour une telle personne et c'est l'autre personne qui vont passer. On va dire ouais, mais il y a de la corruption, on l'a fait passer. Tu crois ce que je veux dire? Alors vous voulez faire le nettoyage total de l'Algérie et ensuite on parlera de. Mais la stabilité politique, ouais. La stabilité politique. C'est stable. Non, c'est stable. Mais les investisseurs étrangers ne peuvent pas investir dans un pays qui est dirigé par une institution militaire. On est bien d'accord, mais actuellement, je vois les choses. L'Algérie n'importe plus ses produits. D'accord, elle les fabrique sur place, c'est déjà une bonne chose. À l'époque, on ramenait tout de France. On est bien d'accord. Tout à fait. Au niveau agricole, c'est vraiment, au niveau du blé, au niveau pas mal de choses. Comme actuellement, l'Algérie a arrêté le blé avec la France. Pour moi, c'est une bonne chose. Comment ça, on ramène du blé de France, tandis que nous, on a du blé à gogo en Algérie. J'arrive pas à le comprendre. Le blé algérien partait en France, d'accord, était traité, revenait en Algérie, était vendu. On est bien d'accord sur ça. Ça, c'est pas logique. Alors actuellement, même, ils ont tout arrêté, on fabrique tout sur place. Et pour moi, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il faut faire travailler les sociétés algériennes avant tout, d'accord? La pomme de terre, on a de la pomme de terre en Algérie, on en a à gogo, on l'a ramené du Canada. Oui, durant le colonialisme, il y a la ville de Médéa, c'était elle qui fournissait toute l'agriculture. Mascara, c'est pareil, Mascara, c'est une ville productrice de pommes de terre, on est bien d'accord. Bien sûr. Merci Karim pour ton appel, à bientôt. Pas de soucis, ciao, ciao, 01 40 33 9000. L'ami Louati est arrivé. Le jeudi, c'est Louati, sauf quand il est pas à l'heure. Hein. Salut Louati. Non, écoute, on va pas commencer. Ouais, d'accord. Comment ça? Salut Yasser. C'est doucement, on va y aller mollo. Comment ça va, Yasser? Très bien, toi, Christophe. T'as passé de bonnes vacances, hein, je t'ai vu. T'aurais parlé peut-être de la Tunisie, il serait là déjà. Hein. Non, même pas. Et alors, parlant de la Tunisie, vous avez vu que Chahed, il s'est enfui de Kasserine, il a été chassé. Ils l'ont chassé, ouais. Ah, ils l'ont chassé de Kasserine. Ah, j'ai pas suivi, non. Youssef Chahed, c'était candidat à l'élection présidentielle. Et le Karoui qui est en prison. Oui, Karoui qui est en prison. D'être élu. C'est un peu le bordel en Tunisie aussi en ce moment, Yasser. Ouais, on voit un peu qu'il y a une espèce de bourgeoisie qui tente le tout pour le tout et qui oublie que la colère gronde depuis maintenant plusieurs années, surtout après la Révolution. Et après la Révolution, il y a eu d'énormes attentes. Donc déjà ça a commencé par la stagnation du processus pour avoir une nouvelle constitution. On a eu des gens de Ben Ali qui ont été réhabilités. On a eu des connivences entre Narda et le parti du RCD. D'autres criminels sous la famille Ben Ali qui ont été blanchis, graciés contre des pots de vin ou qui ont racheté leur virginité politique. Mais surtout, c'est que même ceux qui ont soutenu le parti de Narda au pouvoir, ceux de la base ont été trahis par la direction du parti. Donc puis après ça s'est reflété avec les connivences entre Nida Tounes et Narda. Bon bref, pour faire Nida Tounes, ils sont éparpillés avec la mort. Tout le monde s'est éparpillé. Moi, ce que je crains, c'est que T'as un candidat, t'as un favori, Yasser? Non, aucun. Non, pas un favori, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dégage parmi les sondages? El Karoui, par exemple, est donné. Non, en fait, le problème, encore, les sondages, c'est comment est-ce que les questions sont posées et à qui est-ce qu'elles sont posées. Donc c'est toujours le même problème que pour chaque présidentielle. Mais maintenant, concernant, en Tunisie, je crains que ce soit une situation qui soit similaire, une situation qui a fait porter Trump au pouvoir. Ça veut dire un marasme économique total et un démagogue qui émerge. Ouais. Promettant monts et merveilles, comme on a eu Bolsonaro, comme on a eu Salvini en Italie. Et la Tunisie n'est pas exemple, n'est pas protégée de voir un démagogue qui sort de nulle part avec l'appui du Deep State et qui puisse dire promettre de tout nettoyer, voilà révolution, Yahya Sha'b, etc. Mais en fin de compte, qui ne fera que par servir des intérêts particuliers. Donc non, pour moi la présidentielle et surtout cet Occident hypocrite qui n'aide pas la Tunisie dans le développement ou bien surtout au niveau des investissements. En fait, la seule aide que l'Occident puisse apporter, c'est vraiment de rester en dehors. Sauf on sait que des candidats sont portés par la France, des groupes de pression, des intérêts, différentes ambassades qui font jouer leur relais sur place. Donc est-ce qu'on a vraiment déjà
Est-ce que les demandes des Tunisiens sont entendues? Absolument pas. Chacun vient avec un agenda en disant c'est les demandes des Tunisiens. Ma mère suivait un petit peu hier soir les micro-trottoirs, mais c'est les mêmes discours qu'on entend en France. Et ils viennent dans les quartiers populaires, ils nous promettent monts et merveilles, dès qu'ils sont à lire, on les revoit pas. En tout cas, il va y avoir quand même quelque chose d'assez inédit qui se faisait pas dans le monde arabe, je crois. C'est les débats des candidats à la télé en direct. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Ça, c'est vrai. Et par contre, ce que les candidats oublient, c'est que leur liberté de ton qui a été octroyée, elle est décuplée en ce qui concerne le peuple, parce que maintenant, le peuple n'a plus peur. Ouais. Donc la peur a changé de camp. C'est vrai que la peur a changé de camp, tu disais quand même. Hein. Donc, je veux dire, c'est plus comme avant. On a Tunisie sous Ben Ali, les Tunisiens, enfin. En Europe, ils avaient peur. Ils avaient peur en se disant qu'il y avait des polices agents secrètes de Ben Ali à l'étranger. Qui va dans les marchés. J'ai même vécu dans ma famille, les gens dans les marchés étaient terrorisés parce qu'il y avait les agents qui pourraient en fait leur créer des problèmes. Même en Tunisie, pour leur famille en Tunisie. Voilà. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc maintenant, voilà, la situation algérienne, bien sûr, elle est différente. D'accord? C'est pas la même histoire, même si elle se ressemble. Mais le cas tunisien, le brouhaha sur autour des différents candidats, pour moi, n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Toujours président du CGL. Et surtout, excuse-moi Christophe, c'est que au niveau des élections présidentielles, le rôle du président, il est limité seulement aux affaires étrangères et surtout à la défense. C'est-à-dire au niveau économique, il va rien apporter. C'est-à-dire, ils sont en train de bluffer. En vérité, c'est le chef du gouvernement, c'est lui qui fait tout. Et sachant que surtout, l'économie. Il y a les législatives au mois de novembre. Hein. Voilà, c'est ça le plus important en vérité. C'est ça qui va changer plus. Encore une fois, c'est que les législatives pourront faire émerger des nouveaux candidats, ça serait une bonne chose. Le problème, c'est que très peu seront équipés pour le faire. Donc ceux qui vont gagner, c'est ceux qui vont venir avec les gros moyens. Les appareils. Et on sait que les appareils qui vont être mobilisés. Et on sait qu'en Tunisie, non, l'économie, ce n'est pas une économie de marché. Et c'est pas une économie socialiste. C'est une plutocratie. On a différents secteurs tenus par différentes familles. Avant, il y avait une famille, celle de Ben Ali. Maintenant, il y a tout un amalgame de familles qui tiennent différents secteurs. Et maintenant, on va voir ce que ça va aller. Est-ce que ça va s'écrouler avec un dinar qui a dévissé? Maintenant, c'est 1 euro pour 3 dinars. Ouais. Ça, c'est pas tenable quand on sait que la Tunisie importe beaucoup de matières premières. D'accord. Quand on sait que l'agriculture, qui est quand même la première économie du pays, elle va premièrement à l'export, justement pour les devises. Que la pêche, pour un pays qui est côtier comme la Tunisie, le poisson est hors de prix. Pourquoi? Parce qu'il est exporté, parce qu'on veut le vendre et recevoir les devises en retour. Je veux dire sincèrement, les Tunisiens sont aussi sur un volcan. Et surtout sur le blocage, en cas de victoire, par exemple, d'Al-Karoui ou bien du parti d'Al-Nahda, on risque d'avoir un premier ministre d'un autre parti et il y aura une cohabitation, il y aura un blocage dans tous les sens. Il y aura une cohabitation. Déjà en France, c'est un blocage. Alors imaginons. On sait ce que ça amène. Si le premier ministre, en tout cas le chef du gouvernement, est soutenu par les différentes familles qui dirigent le pays, que va faire le président? En fait, on va encore créer une suspicion vers un système en disant, on a fait la révolution, elle nous a été volée, et ceux qui sont encore au pouvoir sont encore des voleurs. Est-ce que maintenant, ça continuera, on aura une révolution chapitre B? Ou est-ce qu'on aura un démagogue qui va émerger en promettant ce qu'il pourra jamais accomplir? Question qui est posée aux auditrices, auditeurs, cher Yasser, aujourd'hui. C'est Ahmed Ghedsalah, qui a proposé de convoquer le corps électoral pour le 15 septembre en vue d'organiser une élection présidentielle au plus vite, avant la fin de l'année. Y êtes-vous favorable, mon cher Yasser? Vous qui avez connu un petit peu la situation à la tunisienne, à l'époque, depuis 2011. Est-ce que vous êtes plus favorable à une élection présidentielle au plus vite pour que les choses rentrent dans l'ordre et qu'on puisse savoir à qui on a affaire, ou est-ce qu'il faut employer ou s'employer, comme le veulent aussi certains, à une période de transition, Yasser? Franchement, là-dessus, je suis partagé. Parce qu'une période de transition, ça voudrait dire avoir des doléances qui remontent des différentes provinces, qu'on décentralise pas sur Alger et les grandes villes. Ça voudrait dire aussi que ça va justement ouvrir la boîte, pas une boîte de Pandore, mais ça va au moins libérer la parole, et donc il faudra accorder le temps nécessaire. Sinon, si on laisse la parole et qu'on réduit le temps de parole, on va créer des frustrations et ça va encore alimenter. Ou bien est-ce qu'on donne une légitimité à Ghedsalah pour que lui décide tout seul, on aura une élection à tel moment. Mais il va décider sur la base de qui? Est-ce que c'est une décision personnelle? Est-ce que c'est une décision qui sera motivée par un soutien avec les différents candidats potentiels, société civile? Là-dessus, je pense que Sofiane saura répondre plus que moi. Mais moi, sincèrement, pour Ghedsalah, ça reste pour moi problématique que ce soit lui qui décide du calendrier électoral. Oui. Ça, c'est un gros problème pour moi. Sur quelle base? Pourquoi telle date? Est-ce que des moyens seront alloués? Ou est-ce qu'on va décider d'une échéance électorale pour dire, bon, c'est bon, vous avez votre élection, maintenant taisez-vous? Sofiane? Moi, personnellement... Est-ce que Ghedsalah décide tout seul?
Après, l'institution militaire, elle a sa parole aujourd'hui, hein. C'est le garant. Même la Constitution lui permet, parce que le pays a plus d'institutions. C'est la seule institution qui reste debout et c'est la colonne vertébrale du pays. Aujourd'hui, et c'est lui qui mène cette transition en quelque part, hein, avec la vision. Aujourd'hui, Ben Salah, on le voit plus. Bedoui, qui est vraiment rejeté par tout le monde. Les heures sont comptées, hein, pour Bedoui. Les heures sont comptées. Il y a un panel qui a commencé un peu le dialogue. Et il a rencontré certains partis. D'autres partis ont refusé. D'autres partis ont voulu le rencontrer de manière secrète. C'est-à-dire que le nom ne soit pas divulgué. On sait pas qui c'est. Et aujourd'hui, ils sortent avec une commission indépendante pour avoir des élections transparentes. L'institution militaire, elle pense que des élections le plus rapidement et l'instauration, parce que le pays est tellement sclérosé qu'il faut des réformes profondes et qui ne peuvent pas être faites par un consensus. C'est-à-dire, on va se retrouver à perdre du temps, surtout que les partis qui prennent la constituante n'ont jamais expliqué leur agenda. Quelle forme de constituante voudraient-ils? Quel genre d'articles veulent-ils supprimer de la Constitution? On a aujourd'hui quelques partis qui commencent à dire que l'islam, alors que l'islam, je pense pas que c'était un obstacle pour le développement économique, au contraire. Et d'autres qui commencent à parler du régime, de la forme soudanaise, qui veulent la transporter en Algérie. On sait pertinemment au Soudan, c'est vraiment un calendrier américain qui a été imposé, où un envoyé de l'ONU peut venir à n'importe quel moment et c'est lui qui décide de la situation. C'est pas vraiment un modèle. Alors ceux qui prennent la constituante, c'est ce modèle-là qui veulent nous emmener. Alors qu'ils nous ont fait peur avec le modèle égyptien. Une constituante, on serait parti pour au moins 1 à 2 ans. 1 an à 2 ans, alors que le pays ne peut absolument pas vraiment subir économiquement. Le pays, il pourra pas tourner. Économiquement, financièrement, tu parles les auditeurs sont favorables à une élection, hein, en vue du résultat. Parce que ça rassure. Bah oui, ça rassure. Ça rassure aussi les investisseurs, Yasser. Et surtout que Yasser, moi je suis pour des élections parce que on n'est pas dans le modèle post-révolutionnaire tunisien où il y avait un parti unique, etc. Nous sommes en 88 après la lutte. Il y a eu vraiment cette transition on a vu certains apprentis sorciers qui sont commencés à sortir aujourd'hui, qui ont géré cette transition de 89 à 92 avec les catastrophes qu'on a pu avoir après. Et c'est les mêmes, hein, les Khalnazza, les Hamrouch, etc. qui commencent à sortir et nous donner des solutions alors qu'ils étaient absents durant 7 mois. Hein. Même Mouloud Hamrouch, il a été appelé pour le dialogue, il a refusé. Et aujourd'hui, il donne une lettre de sortie avec une constituante en même temps. Alors du coup, moi, je suis pour des élections démocratiques où chaque candidat a le droit d'exprimer ou de donner son programme et sur lequel on va élire. Est-ce que le calendrier, justement, est pas trop court? Parce que comment faire émerger des... On sait très bien que ceux qui vont arriver, si l'échéance est trop courte, on sait que les candidats qui vont pouvoir gérer sont ceux qui sont déjà formés pour, ou voire très bien appuyés. Aujourd'hui en Algérie, il y avait un nihilisme, c'est-à-dire ces partis politiques, cette révolution, elle est née sur les réseaux sociaux, le 22 février. On a vu des partis politiques qui n'ont jamais soutenu cette révolution au départ. Au contraire, il y a certains qui ont appelé à manifester le 24. Par exemple, Harakat Mouatana, elle n'a pas soutenu le 22, elle a soutenu le 24, qui était un collectif d'hommes politiques comme Sofiane Djilali, Zoubida Assoul, etc. Et aujourd'hui, il y a un rejet tel de la population aux partis politiques que même avec votre appareil, vous pouvez rien. Le FLN, aujourd'hui, les gens demandent à ce qu'on le dissout, ou bien le RND, ou d'autres partis politiques qui ont fait partie de l'alliance présidentielle. Ces partis-là sont complètement discrédités. C'est-à-dire un homme politique qui va venir et s'appuie sur... au contraire, ça va être vraiment des... Dans ce cas-là, quels sont les choix possibles? Si les partis sont discrédités, et qu'en plus, ce qui serait une réforme structurelle, c'est d'avoir une constituante qui fasse émerger déjà ce que veut le peuple. Qu'est-ce qu'on veut? Mais on est tellement divisé dans les constituantes au sein même des partis. Par exemple, le RCD, par exemple... c'est que le passage des partis, c'est peut-être seulement le problème. Est-ce qu'il n'y a pas des personnalités qui peuvent se dégager? Constituante, on va se retrouver à parler de l'identité. De l'identité, on va rester 2 ans à en parler. Le Ouïa, on va rester 2 ans. Donc ça veut dire quoi? C'est les différents, entre arabes, chaoui, etc. Voilà. Il y en a des gens qui commencent à parler de ça. Il y a d'autres qui parlent du fédéralisme, du régionalisme. Sauf qu'ils utilisent le Hirak de 20 millions qui sont sortis contre Bouteflika et contre la mafia pour l'utiliser pour leur propre agenda idéologique. C'est ça le problème. Je me souviens, tu avais fait une vidéo qui avait été très suivie justement, en prévenant sur une éventuelle ingérence des Émirats. Est-ce qu'on peut l'écarter aujourd'hui, cette ingérence? Déjà, il y en a un qui est en prison pour avoir dénoncé le monopole des Émirats sur les ports algériens. Pas que. Ouais. Le gars, il a appelé, je te montrerai après ses vidéos. Il a fait une vidéo dans le port. Ça, c'est un chef de... son nom. Jazz ou un truc comme ça. Mais bref, lui, il a appelé à tuer Gaït Salah, clairement. Hein. Il a appelé seulement à une grève générale. C'est pas parce que Mouattaz Matan, il a dit que c'était les Émirats. Parce que quand tu écoutes la vidéo, c'est d'un appel clairement à une guerre civile presque. Hein. Le gars, j'ai écouté sa vidéo, c'est un truc de malade. Et ses publications sur Facebook depuis le mois de juin-juillet, on doit tuer Gaït Salah. Tu peux pas te permettre. Voilà. Pour quelqu'un des appels au meurtre, clairement. Si appel au meurtre, non, voilà, c'est pas question des Émirats. Par contre, jusqu'à maintenant,
Bon, nous, je veux dire, la vidéo, bon, on sait très bien qu'elle a été très partagée, on sait qu'elle a été reprise à Alger même, on n'est pas peu fiers qu'elle a été reprise en disant bas les pattes les Émirats. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de signe qui montre une entrée agressive dans le jeu politique. Ouais. On en voit ça, pas. c'est rassurant quand même. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas, hein, parce Ça veut dire qu'il n'y a pas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas, mais a priori, voilà. Est-ce que s'étant déjà grillé avec le Yémen, la Libye, la Turquie, ils se sont dit, l'Algérie serait vraiment un bourbier, surtout connaissant l'histoire du pays, surtout que maintenant, là c'est vraiment sorti de la rue algérienne. Pour l'instant, nous, on voit pas de signe. Il y a un petit signe saoudien qui vient d'investir à peu près 1,5 milliard d'euros. Hein. Donc maintenant, voilà. Par contre, nous, là, on reste attentif, c'est qu'on sait que les Émirats n'attendent qu'un moment pour saisir une opportunité. Exactement. Ouais. Parce qu'on sait très bien qu'ils ont l'unité l'unité d'études des affaires nord-africaines à Dubaï. Ouais. Et on sait très bien que le but, il fallait vraiment avoir des candidats sous la main. Mais les Émirats ne sont pas différents de la France, ne sont pas différents des États-Unis. Donc là, c'est, encore une fois, c'est une question de souveraineté algérienne. Est-ce que l'Algérie pourra écarter l'entrée des ingérences étrangères? Sincèrement, ça c'est une question algérienne à laquelle je peux pas répondre. Moi je pense que la réponse est oui, hein, Sofiane. Non, l'ingérence, il y a toujours des pays qui cherchent leur intérêt. Qui essaient, bien sûr. Par exemple, le Qatar à travers sa chaîne médiatique Al Jazeera, l'a imposé à tous les journalistes, même y compris algériens, de publier sur leurs réseaux Facebook et Twitter la ligne éditoriale et non pas. Surtout qu'il y a beaucoup d'Algériens Al Jazeera. Voilà, il y en a une journaliste qui a démissionné au chaîne, une jeune journaliste qui a démissionné suite à cette parce que Al Jazeera l'a imposé à ce qu'on relaye. Hafid Al-Raji, il a parlé. Il a fait un tweet dernièrement, il a parlé comme quoi que celui qui ne meurt pas pour une cause n'a pas le droit de vivre. C'était presque clairement à l'Algérie, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Après voilà, c'est des messages subliminaux qui peuvent être interprétés de différentes manières. Georges Brassens, mourir pour des idées mais de mort lente, quoi. Voilà. Bon, en tout cas... Mais voilà, c'est le jeu de tout. On sait pertinemment qu'il y a une guerre entre le Qatar et les Émirats. Ouais. Si les Émirats peuvent avoir l'Algérie de leur côté, ou bien le Qatar... à avoir l'Algérie de son côté, c'est bien sûr. Le problème, c'est que les Émirats viennent avec une grosse star, c'est-à-dire la politique au Moyen-Orient. C'est bien que leur alignement avec Israël, plus les massacres au Yémen, etc., plus Mais sauf qu'aujourd'hui, au Yémen, dans la ville de Aden, il y a des millions de Yéménites du Sud qui sont sortis glorifiant les Émirats. Hein. Ils sont en train de se diviser presque. Le pays est en train de se diviser. Voilà, c'est bon. C'est aujourd'hui, il y a 3 millions de gens sur les 7 millions d'habitants de Yémen Sud. J'espère que tous les deux, vous êtes sages avec vos femmes, parce que vous savez que cette semaine, c'est le Grenelle de violences faites aux femmes, ça va durer 3 mois. C'est une mascarade, votre truc. Oui, non, mais t'as le droit de, oui, bien sûr. Alors, on verra Karima Perroni qui va nous rejoindre dans quelques instants et son invité, la fondatrice de l'association En Avant Toutes, pour parler plus éducation et prévention de violences faites aux femmes. Parce que aussi ça commence par là, je veux dire, ça commence par l'éducation que l'on prône envers nos enfants, nos fils et nos filles, pour qu'il y ait respect du sexe opposé et pour que les relations se passent au mieux. Ça se passe dès l'enfance tout ça. Mais quelques infos zappées. Déjà tu m'as mis t'as commencé à en faire un sous-entendu. Ça se passe très bien avec ma femme. Non mais j'ai pas fait de sous-entendu. Je suis marié et très heureux. Alhamdoulilah. Et si ma femme m'écoute, oui. Chérie, tout va bien à la maison. N'appelle pas la radio. Bon, alors quelques infos zappées. Messieurs, on a appris la mort hier du fils de Mohamed Morsi, Abdallah Morsi, très jeune, d'une crise cardiaque. 24 ans, c'est beaucoup trop jeune évidemment. Est-ce que ça peut avoir des conséquences? Non. Et en plus, son frère, il est en prison, je pense. Son grand frère, il a été emprisonné. Il est emprisonné. Donc là, j'ai communiqué ce matin dessus. Emmanuel Macron, le président de la France, et son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui est plutôt son VRP de l'armement, ont une responsabilité directe. Ils ont soutenu la dictature, ils l'ont reçu en grande pompe, ils ont légitimé le régime et ils l'ont en plus armé. Donc maintenant, Morsi, qui est le premier président démocratiquement élu en Égypte, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, moi je suis pas un fan des frères musulmans et tout le monde le sait. Par contre, une fois qu'un homme a été élu au pouvoir, ou une femme, il mérite qu'on lui laisse accomplir son mandat. On n'a vu personne s'immiscer dans les affaires européennes quand l'extrême droite, par exemple, arrive au pouvoir. Donc l'Europe peut se permettre d'avoir des fascistes qui arrivent au pouvoir, comme en Italie ou en Autriche, par exemple. Et là, c'est la démocratie et son jeu électoral. Maintenant, l'Égypte a connu une révolution. Elle a été sabotée par on sait qui, les Émirats, l'Arabie Saoudite. Même les Américains étaient hors circuit sur ce qui se passait. Le président est resté emprisonné pendant plusieurs années. Il n'a jamais été jugé. Il est mort dans sa cellule. Il n'a jamais obtenu justice. Maintenant, c'est à son fils de mourir. Donc en gros, on est en train d'envoyer un message à la junte militaire au pouvoir en Égypte. Vous pouvez liquider la famille Morsi, vous ne risquez rien.
puisque pendant que Morsi était invité au G7 à Biarritz, lui, son fils était encore en prison et il est mort ce matin ou hier soir. Hier soir. Autre info zappée qui n'a absolument rien à voir. Juste, Christophe, ça te dérange pas? Juste pour le modèle égyptien, il faut savoir que le Mouchir Tantawi, qui était chef d'état-major à l'époque, c'est lui qui a mené la transition et qui a ramené des élections présidentielles libres et démocratiques, parce qu'il était face à Ahmed Shafiq, un ancien premier ministre de Hosni Moubarak. Il a remporté 51 et quelques. Et après les élections, Morsi a liquidé plus de 100 militaires. 100 militaires qui étaient soi-disant proches de Hosni Moubarak. Et c'est lui qui a nommé Abdel Fattah al-Sisi. C'est lui qui l'a nommé, qui l'a ramené des renseignements, il l'a mis chef d'état-major. Et c'est lui qui s'est retourné contre lui. Ce qui confirme l'incompétence des frères musulmans pour exercer le pouvoir. Tout à fait. Autre info zappée qui n'a absolument rien à voir, messieurs. Vous, utilisateurs de Facebook, Facebook ne pourrait ne plus afficher le nombre de mentions j'aime. C'est ce qui a été confirmé. Ce qui a confirmé donc sur réseau social dans cette hypothèse. Les utilisateurs cliquerait toujours sur j'aime quand ils apprécient une photo, un texte ou une vidéo publiée sur le réseau social, mais seul l'auteur de la publication saurait combien de personnes ont mis combien de pouces en l'air. Nous envisageons de cacher le décompte des likes sur Facebook, a déclaré un porte-parole du géant des réseaux sociaux mardi à l'AFP. Cette modification majeure permettrait d'alléger quelque peu la pression sociale liée au besoin de gagner l'approbation de ses pairs et de concentrer l'attention sur le contenu en soi plutôt que sa popularité. Facebook expérimente déjà cette possibilité sur sa plateforme Instagram dans quelques pays. Les utilisateurs peuvent toujours savoir combien de likes qu'ils ont obtenus sur une photo et combien de fois leurs vidéos ont été visionnées, mais ces décomptes n'apparaissent plus publiquement. Le réseau Twitter a aussi apparemment testé cette méthode, mais a constaté que les utilisateurs s'intéressaient moins aux tweets quand il n'y avait pas les statistiques de popularité en dessous. Quand vous enlevez ces indicateurs, eh bien les gens s'appliquent moins, à assurer le directeur produit de Twitter lors d'une conférence de presse à San Francisco en août. Les réseaux sociaux en fait sont accusés par des associations et des institutions d'alimenter une économie de l'attention qui valorise les contenus suscitant des émotions rapides comme l'attendrissement ou l'indignation au lieu de la réflexion. Voilà ce que un petit peu reproché. Donc Facebook a priori va supprimer les likes. Vous qui êtes auteur d'une publication, seul vous pourrez voir combien vous avez vu du like sur une publication. Ça reste toujours autant addictif. Bah oui, je sais pas. C'est encore le narcissisme qui est dopé par les likes, etc. C'est pas forcément bon pour les pages ou pour voilà. Oui, sauf qu'une personne sauf qu'aujourd'hui on arrivait à, chacun parle, ma vidéo a fait tant de likes, ma c'est ça, photo, voilà. etc. Là, ça sera plus visible. Ça sera pas, sauf que la personne qui publie aura toujours ça comme objectif. C'est ça. On sera toujours dans le narcissisme exacerbé, dans le voyeurisme, et on se dira, puisque j'ai réussi à choquer X personnes, je vais continuer à le faire. Si j'ai réussi à indigner autant de personnes, je continuerai à le faire. C'est vrai, c'est une demi-mesure. Bon. C'est vrai, c'est pas public. Ça veut dire que celui qui voit la publication, il pourra pas savoir si la publication est populaire ou pas. Mais celui qui la publie, lui, il est toujours autant incité à le faire. Info zappée aussi, présidentielle Tunisie, la demande de libération de Nabil Karoui rejetée par la cour d'appel. Voilà, ça c'est une info zappée que je vous donne. Le Bangladesh a ordonné lundi aux opérateurs téléphoniques de couper les communications mobiles à près d'1 million de Rohingyas réfugiés dans des camps du sud du pays selon les autorités. Ça c'est une info zappée aussi que je vous donne. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous appelle et vous rappelle évidemment la question du jour sur France Maghreb 2 aujourd'hui sur proposition de Ahmed Guedsala qui souhaite convoquer le corps électoral pour le 15 septembre et en vue d'organiser une élection présidentielle d'ici la fin de l'année en Algérie. Y êtes-vous favorable? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2 en nous appelant au 01 40 33 9000. Et Karima Perroni, son invité, nous rejoindra dans quelques instants aussi pour nous parler d'éducation et de prévention concernant la violence faite aux femmes. Pourquoi c'est une mascarade le Grenelle, Yasser, avant que Karima elle arrive? Parce que ce sont des questions que j'ai traitées en personne et je sais très bien que lorsque il y a toujours une culture de blâmer la victime de violences domestiques ou autres, quand elle vient et elle ose se plaindre. Donc, ni les policiers sont formés, et ceux qui refusent de les recevoir pour qu'elles puissent déposer plainte ne sont jamais réprimandés ou blâmés ou voire punis pour avoir justement maltraité une personne qui vient s'en plaindre. Moi, j'ai vu des cas, des personnes de 30, 40, 50, 60 ans, victimes de violences policières, qui se pointent au commissariat et qui sont traitées comme des coupables.
D'accord. Donc moi, ça, quelque part, ça me fait rire. Après, on est dans la surenchère. J'ai vu, enfin, j'ai pas tous les éléments, mais là, ce que le Premier ministre a annoncé. Ouais. Si le juge pourra décider d'octroyer l'autorité pleine à l'enfant et de décider par elle-même de la garde. Donc en gros, les maris qui se retrouvent accusés injustement par leur compagnon, par leur compagne, pardon, ou par leur épouse. Donc eux, en fait, ça y est, elle a dit que il a fait, donc c'est moi qui décide. Donc j'ai encore pas tous les éléments, mais moi je connais plein de papas aussi qui sont en souffrance parce que la femme l'a accusé, concernant les musulmans, de radicalisation, de conservatisme, etc. Ouais. Alors qu'il y a rien. C'est très bien qu'en sortant la carte de l'islam, elle sera entendue par les policiers. On a d'autres, il m'a tapé, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, et l'accusation suffit. Attention, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Je suis juste en train de dire qu'on traite pas le problème. 101 femmes qui ont été tuées sous les coups de leurs compagnons, de leurs ex-compagnons. 101. Comment ça se fait qu'il y a combien de viols par an en France? C'est impressionnant, oui. Je crois qu'on est autour des 100 000 par an. Combien sont punis? Très peu. Combien sont punis et les auteurs finissent en prison? Très peu. Donc déjà. Roman Polanski. Et donc là, voilà, et on a des Roman Polanski qui se baladent, etc. En même temps, Christophe et Sofiane, ce qui pose problème, c'est qu'on veut pas résoudre le problème à la source, à savoir comment est-ce que les garçons sont éduqués. Et ben justement, on va en parler dans un instant. Et de l'autre, on fait une surenchère pour dire, vous inquiétez pas, on n'a pas résolu le problème, mais elle pourra décider toute seule de ce qu'il faudra faire. Éducation, prévention, c'est le sujet évidemment pour cette troisième partie de ce sujet à la semaine, sujet consacré aux violences faites aux femmes. À tout de suite sur France Maghreb 2 avec Yasser Louati, Sofiane Lakhdari. Le grand forum, merci d'être avec nous. L'info autrement, je vous rappelle la question du jour à laquelle vous répondez évidemment sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Et messieurs, Sofiane Lakhdari, Yasser Louati, qui se sont mis un petit peu en retrait. Tiens, je me demande pourquoi. Karima Perroni. C'est pas vrai. Oui, c'est ça, oui. C'est pas vrai, je suis encore assis. Karima Perroni nous a rejoint. Bonjour Karima. Je suis ravie de vous rejoindre aujourd'hui. T'as vu quel beau, il y a du bon monde ici, dans les studios. C'est ça. Mais merci en tout cas de dédier chaque jour cette édition spéciale pour les violences faites aux femmes. On a envie de poursuivre les débats et d'ailleurs on les poursuit à chaque fois hors micro. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous laisser la parole. Et ils ont aussi leur mot à dire, ces messieurs, ma chère Karima. Oui, bien sûr. Dans ce sujet qui nous concerne tous. Oui. D'ailleurs, j'ai pas envie de mettre le bazar, mais il y a un certain Yasser Louati qui nous parlait d'une mascarade dans le Grenelle. C'est bien ce que tu m'as dit, Yasser, non? Oui, non, c'est parce que c'est pas assez. C'est pas assez, voilà. C'est vrai qu'il y a eu la com. On sait très bien comment ça se passe. Il y a une com nationale qui se tient pendant quelques jours. Sauf qu'après, sur le terrain, en tout cas pour les campagnes passées, on sait très bien qu'il y a peu de moyens qui seront alloués, ils auront fait leur com et gagné des points politiques, mais est-ce que sur les personnes impliquées seront défendues et deuxièmement ceux qui reçoivent sont proprement formés? Moi qui viens du terrain, moi je le vois pas. Donc pardon, tiens. Oui, voilà, donc ça c'est l'avis de notre ami Yasser Louati. Alors on va accueillir notre invité, ma chère Karima. Non, c'est une mauvaise chose, c'est pas assez. C'est pas assez, oui, bien on a bien compris, c'est pas assez. Et d'ailleurs beaucoup d'associations féministes aussi sont assez mécontentes, peut-être que c'est le cas de notre invité, on va le voir dans un instant. Karima va nous la présenter. Aujourd'hui encore, des femmes sont tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Est-ce que toutes les femmes ont envie de se faire violer? Je pense oui, sincèrement oui. C'est inacceptable. Et si je vous disais que moi je bats ma femme, pour qu'elle soit plus gentille et plus amoureuse de moi? Est-ce que vous avez déjà eu envie de violer une femme? Oui, d'une certaine façon. Que vous soyez victime ou témoin, le 3919, numéro d'écoute nationale anonyme et gratuit, vous oriente et vous accompagne pour mettre fin au cycle des violences. Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des femmes battues, un sujet dont la presse fait largement écho depuis quelques semaines. Quand avez-vous décidé de le quitter, cet homme qui vous... Il s'est trouvé, en fait ça s'est fait petit à petit, mais il s'est trouvé que le soir même où ça s'est passé, comme des amis étaient encore là, elles m'ont immédiatement emmené, parce que j'étais complètement KO, c'est le cas de le dire, elles m'ont emmené avec mon enfant. Le 3919 c'est un numéro vital. Bon, après m'avoir violée, il était presque gentil avec moi. Il essayait de dire sa vie sentimentale malheureuse, de misère, tout ça, et je voulais pas l'entendre, mais c'est évident que ça le déculpabilisait. Comme s'il m'avait pas violée. Un violeur pense jamais qu'il viole.
3 9 19. Mobilisons-nous tous ensemble Pour faire connaître ce numéro. On connaît le verdict, 6 ans et 2 fois 4 ans de réclusion criminelle pour les violeurs. En fait, c'est un procès qui s'est très vite transformé en procès du viol tout court. Le 3-9-19. Je partage le 39-19. Depuis mardi, Karima Perroni nous accompagne tous les jours pour ce sujet qui lui tient particulièrement à cœur, évidemment. Et pour cause, on rappelle le chiffre terrible, 101 féminicides donc depuis le début de l'année sont mortes sous les coups de leurs compagnons ou de leurs ex-compagnons. Le chiffre est terrible, est alarmant et le gouvernement a proposé donc ce Grenelle. À la manœuvre, Marlène Schiappa, qui évidemment est toujours en action dans ce domaine. Avec notre invité, Karima, aujourd'hui, que tu nous présentes. Alors oui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Inae Benaben, qui est donc la fondatrice de l'association En Avant Toutes. Et donc Inae, vous travaillez surtout auprès des nouvelles générations, des jeunes générations, et en particulier autour de campagnes de sensibilisation et de prévention. Exactement. Bonjour Inae. Bonjour. Et bienvenue sur France Maghreb 2. Merci. Alors, présentez-nous un petit peu l'association En Avant Toutes d'abord. Alors, En Avant Toutes, c'est effectivement une association qui s'adresse particulièrement aux jeunes, aux moins de 25 ans, et qui a 2 missions, qui est de prévenir les comportements sexistes et les violences en parlant d'égalité, en allant dans les collèges, les lycées, les facs, les festivals pour parler d'amour, de jalousie, de relations filles-garçons, de tous les thèmes qui nous tiennent tous et toutes à cœur en fait. Et dans un deuxième temps, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les jeunes femmes et les personnes LGBTQI qui vivent des violences, surtout au sein du couple. Ce qu'on a, c'est qu'on a un chat, c'est-à-dire que c'est en ligne, et c'est un espace qui est anonyme, qui est gratuit et qui est sécurisé, où les jeunes peuvent parler avec des professionnels pour faire le point sur leur situation, pour comprendre ce qui leur arrive, pour mettre des mots sur leur vécu, et puis bien sûr pour avoir des informations pratiques sur les manières de s'en sortir, sur les personnes à aller voir qui peuvent les aider. Alors, vous devez en entendre des vertes et des pas mûres, j'ai envie de dire, si je peux reprendre cette expression à la rencontre des jeunes, non ? Dans quel sens ? Dans le sens de récits de violence ou dans le sens de en matière en matière de phrases sexistes, par exemple. Oui, bien sûr, on en entend plein. Ouais. Et vous en faites justement, vous êtes un relais, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes une écoute, mais est-ce que vous, dans les conseils que vous allez donner, vous allez aussi orienter les jeunes vers des structures, est-ce que oui, bien comment sûr. Les démarches en fait quand c'est face à des situations vraiment qui peuvent être dramatiques. Bien sûr. L'objectif du chat, nous, si on l'a monté, c'est parce que les associations qui étaient là depuis des décennies, qui font un travail fastidieux et magnifique et riche, très très riche, avaient vu qu'elles avaient beaucoup plus de mal à entrer en contact avec les jeunes femmes victimes, qu'en fait elles appelaient peu les numéros d'urgence, qu'elles osaient moins pousser la porte des associations, voilà, que c'était plus difficile pour elles. Et donc elles se posaient la question de savoir pourquoi, mais elles voyaient surtout qu'elles n'avaient pas forcément la possibilité, les moyens humains ou financiers de s'atteler à cette question. Et nous, on avait l'âge des personnes concernées, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on ferait nous si on avait un problème. La question qui se pose aussi pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent sur France Maghreb 2 aujourd'hui, quels conseils pourriez-vous donner aux mamans, aux papas, justement pour s'adresser aux plus jeunes, aux garçons, aux filles que nous avons, pour justement leur enseigner, j'ai envie de dire, le bon comportement qu'il faudrait acquérir ou avoir vis-à-vis de sa future femme ou de son futur mari? Alors c'est beaucoup de choses, ça va être difficile de le faire là ici avec vous. Mais le premier conseil que je donnerais, c'est d'arrêter de rendre certaines discussions tabous. Ouais. Parler d'amour, parler de sexualité, parler de rapports intimes, c'est hyper important. Comprenez que parfois ça peut être gênant dans certaines familles. Bien sûr, mais c'est aussi pour ça qu'on pense encore que les violences sont gênantes. C'est parce qu'on n'ose pas en parler. Et parfois, c'est beaucoup, on risque beaucoup moins à briser ces tabous-là finalement qu'à ne pas le faire. Les violences conjugales, est-ce qu'elles concernent les jeunes de moins de 25 ans ? Énormément. Aujourd'hui, on parle d'une femme sur 10 pour les violences conjugales, tout âge confondu. Alors, une femme sur 10, c'est celle dont on connaît l'histoire. Mais chez les moins de 25, c'est une femme sur 7. Ça veut dire qu'elles sont encore plus vulnérables aux violences. Et comment ça se fait, ça ? Vous pouvez l'expliquer ? Oui, on a plein de pistes d'explication. Alors c'est pas, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas à cause de 2019. Nous ne sommes pas dans une société particulièrement violente aujourd'hui. C'est surtout lié à l'âge.
Quand on est jeune, on a une d'autres vulnérabilités. Exactement. Déjà, le fait que se confier, c'est difficile. Le fait que on a peu confiance parfois dans les adultes qui nous entourent, ou les adultes écoutent peu les jeunes. Nous, on a quand même beaucoup de jeunes qui en ont parlé à des gens, qui en ont parlé à des proches et qui leur ont dit « Oh, mais c'est une amourette, tu verras, mais c'est parce que c'est intense, c'est parce que t'es jeune. » Et en fait, non, c'est parce que c'est des violences, c'est parce que c'est de la domination. Donc ça les isole aussi, ça rend les choses difficiles. Aussi, quand c'est dans les premières amours, parfois on a peu de comparaison. Oui. Quand on est jeune, on a aussi envie de se débrouiller seul, de montrer qu'on peut y arriver, de pas avoir besoin des autres. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que c'est des moments où on ose, où on a envie. Pourtant, on a envie de penser que la jeune génération, c'est une génération qui est avertie. Mais est-ce que vous trouvez ça facile d'en parler avec les jeunes? Est-ce que vous en parlez avec les jeunes? Non. Ouais. Les jeunes, ils ou elles en parlent entre eux ou entre elles, s'ils s'entendent bien. L'école, est-ce que ça peut être aussi un moyen d'enseigner, parce que je n'avais pas employé le terme d'éduquer, parce que c'est pas franchement le rôle de l'école que d'éduquer, mais plutôt d'instruire. Est-ce que ça serait à l'école aussi d'enseigner? Et on sait qu'il y a eu quelques parents qui étaient farouchement opposés, mais la sexualité, est-ce que ça serait une matière à aborder à l'école? En tout cas, l'égalité et l'intimité, c'est sûr. Parler de consentement, il est temps qu'on en parle aujourd'hui, et il est temps que l'école le fasse aussi. Le consentement, ça va aussi beaucoup plus loin que dans les sphères de la sexualité. C'est-à-dire à partir de quand oui, quand non. Voilà. Et qu'est-ce que c'est oui et qu'est-ce que c'est non? Oui. Alors on en avait parlé, Inae, sur cette histoire de consentement, et c'est là où tout peut très vite basculer. Il y a aussi ces consentements à demi-teinte, comme on l'avait exprimé la dernière fois lors de notre conversation. Ça, c'est des comportements qui laissent des comportements qui peuvent être à risque aussi. C'est-à-dire que quand on a une jeune fille qui n'ose pas dire non, qui ne sait pas dire non, et du coup ça ouvre aussi la porte à une emprise en face. Ce qui est fort aujourd'hui, c'est que on en veut plus aux filles de pas savoir dire non qu'aux garçons de attendre un oui. C'est-à-dire que on part du présupposé que si rien n'est dit, ça veut dire que oui. Mais on pourrait très bien partir du présupposé que tant qu'on n'a pas un oui clair, heureux et enthousiaste, c'est non. Alors à partir de quand peut-on considérer qu'il y a consentement, je veux dire? Parce que c'est difficile. Justement, quand même. le principe que le consentir, c'est pouvoir donner son accord de manière libre et éclairée. De manière libre et éclairée, ça veut dire qu'on n'est pas saoul, ça veut dire qu'on n'est pas fatigué, ça veut dire qu'on se sent pas menacé, ça veut dire qu'il n'y a pas de chantage émotionnel, par exemple. C'est pas ah mais pourquoi est-ce que tu veux pas qu'on couche ensemble? Est-ce que ça veut dire que tu m'aimes pas? Là, on a une pression. Consentir, c'est pouvoir le faire parce que soit on a envie, sans pression, sans menace, sans chantage et sans peur. Là, on a l'impression qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais en fait, pas du tout. Les violences faites aux femmes commencent déjà par là. Exactement. C'est le cœur des violences. Et après, la manière dont elles s'expriment sont plein de symptômes différents du fait que on a du mal à accepter que les femmes puissent refuser des choses. De quel œil voyez-vous l'organisation de ce Grenelle qui a débuté mardi, Inae, qui a pour objectif d'ici 3 mois d'aller à la rencontre, à l'écoute et peut-être après de formuler de réelles mesures proposées? Écoutez, ça faisait longtemps qu'on attendait de pouvoir se mettre toutes et tous autour de la table et de dialoguer directement avec le gouvernement. En l'occurrence, le Grenelle, il existe aussi parce qu'avec les associations, on propose depuis très longtemps beaucoup de solutions concrètes, et c'est pour ça qu'on en est aujourd'hui à ce moment du Grenelle. Nous, on espère qu'on va tirer et que le gouvernement va assurer des actes conséquents, important, qui modifie profondément et les structures de prise en charge des femmes victimes de violences, parce qu'elles ont besoin de moyens, et aussi même la manière dont on parle et dont on conçoit les violences. Et quelles sont vos demandes à vous précisément? À nous, en avant toutes, à nos associations. En avant toutes, c'est-à-dire que vous êtes vraiment sur les thèmes de l'éducation et de la prévention. Quelle serait l'une des mesures phares qui peuvent changer la donne sur cette thématique-là? Nous, une des mesures qu'on défend et qui nous tient beaucoup à cœur, c'est justement d'intégrer dans l'éducation nationale, dans l'éducation, de banaliser des espaces d'éducation à l'égalité.
et que ce soit en fait acquis comme une valeur de collectif, de citoyenneté et de vivre ensemble nécessaire, essentiel, sans problème. Et puis il y avait aussi la question d'un personnel spécialisé et formé dans les écoles qui pourrait reconnaître les comportements. Alors il y a les comportements à risque, mais il y a surtout les familles qui sont en difficulté et qui sont déjà, les enfants peuvent déjà avoir certains symptômes de ce qui peut se passer dans les familles à huis clos. Et ça, c'était aussi l'une des demandes des associations. À vrai dire, ce qu'on demandait, c'était aussi plus de moyens pour ces personnes-là, parce qu'aujourd'hui, il y a dans beaucoup d'établissements des personnes ressources qui sont souvent des assistantes sociales ou des infirmières. Nous, on travaille beaucoup avec elles, par exemple, mais souvent elles sont sur 3 établissements en même temps, donc elles ont une demi-journée par-ci par-là, elles sont peu référencées par les élèves, et donc c'est difficile pour une élève qui a un problème d'aller la voir, par exemple, parce que ça va pas être le bon jour, parce que la confiance, ça se travaille. Oui. Donc ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est vraiment des moyens de faire les choses bien. On a des lois qui sont extrêmement riches sur beaucoup de choses. Oui, elles existent en fait. Le problème, c'est leur application. Leur application est compliquée, parce que pour appliquer, il faut beaucoup de moyens, notamment financiers. On les a, on peut les organiser, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une volonté, c'est une organisation, c'est un choix politique appuyé qui est à mettre en place, et il faut donc pouvoir mettre ses moyens. Et on voit quelque chose juste là-dessus, on voit quelque chose de très parlant. Par exemple, nous, quand on intervient donc dans les collèges, on va former les jeunes, on va former les classes. Mais on demande à pouvoir former les adultes. Bah bien sûr. Parce qu'en fait, généralement, parfois, on part, et puis tout d'un coup, il y a eu un problème, et ils sont allés voir un adulte qui a dit le contraire. Et donc, ça a un peu sapé tout le travail qu'on a fait, et surtout, ça a perdu les jeunes dans la compréhension de leur liberté. Parce qu'on avait créé un espace qui permettait de travailler donc il faudrait normaliser le propos et ça, il faudrait même l'inscrire dans les manuels scolaires, en fait. Oui, dans les manuels, et puis il faudrait parler de... Est-ce qu'on parle de violence conjugale dans les manuels scolaires, par exemple, en éducation civique, par exemple? Bah non. En vrai dire, il y a ce n'est pas une obligation de toute façon. Il y a beaucoup de sujets qui sont absents à l'école, ça vous aurait pas échappé. D'ailleurs, notamment l'anatomie de la femme n'est pas représentée dans son intégralité. Oui, ou même en histoire, on peut aussi s'offusquer qu'il y ait quand même quelques périodes de l'histoire qui soient complètement absentes des... Voilà, c'est un autre sujet. Malheureusement, l'école est en pleine réflexion comme à chaque fois, et à chaque ministre, en fait, essaye de laisser ses empreintes, et c'est un petit peu le but recherché pour que, en fait, cette loi porte son nom, et c'est tout. Mais pour revenir, en fait, ça me fait penser à une chanson de Médine, faire des enfants forts plutôt que de réparer des adultes cassés. C'est ce que vous avez un petit peu dans votre démarche, non? On aimerait bien pouvoir faire les deux, mais quand on n'a pas assez de moyens, on va vers les enfants, ouais. C'est l'avenir, en fait. Vous pariez sur l'avenir, sur un changement de mentalité dans la future génération. Oui. Et en même temps, on trouve ça pas très juste de leur demander de faire tout le travail. C'est pour ça qu'on aimerait réussir à toucher aussi les adultes qui sont autour, parce que c'est beaucoup leur demander. C'est beaucoup leur demander de proposer des rapports plus égalitaires dans un espace où, en vrai, c'est pas eux qui décident au final, puisque c'est les adultes qui ont la responsabilité. Donc on essaye de faire tout ensemble. Et quels sont les comportements que vous recensez dans ce chat, justement? Alors dans le chat, c'est surtout des violences au sein du couple. C'est vraiment les principales raisons qui amènent les personnes sur le chat. Elles le font, assez librement? Oui, il est vraiment pensé, l'outil est pensé pour être anonyme, donc elles ont rien à dire sur elles si elles ont pas envie. C'est vraiment, c'est sur téléphone ou sur ordinateur, il suffit d'ouvrir la fenêtre et on peut la fermer tout de suite, ça laisse aucune trace. Donc c'est vraiment, le but c'était que elles puissent s'en servir comme elles veulent, qu'elles se sentent obligées de rien. Et après, nous, on les aide aussi à mettre des mots. On a beaucoup de gens, par exemple, on a beaucoup de jeunes filles qui viennent en disant, mon copain, en ce moment, il est très colérique. Et il était tellement attentionné avant, et j'aimerais bien que ça redevienne comme avant. Et puis en fait, en tirant le fil, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'humiliation, et qu'il y a des insultes, et qu'il y a eu quand même des coups, et qu'il y a des menaces sur leur entourage. Voilà, et on voit ensemble qu'il y a plein d'autres violences, et qu'elles-mêmes, elles savent que ça va pas. Elles savent qu'il y a un problème, mais elles ont du mal à mettre le mot dessus. Et pourquoi elles ont du mal à partir? Ça, c'est l'éternelle question. Alors, pour plein de raisons. Une femme battue, c'est ça? Pourquoi elle a du mal à partir? Pourquoi est-ce que les parlé lors d'une émission, je m'en souviens. C'est une question qui revient toujours, mais en vrai, elle est beaucoup plus simple, je trouve, que ce qu'on pense. C'est que vous avez déjà eu une rupture amoureuse?
Oui, ça nous est arrivé, oui, dans le passé. On est d'accord que c'est Oui. pas facile. Ah non, ça crève le cœur. Donc déjà, ça c'est dur. Ouais. Mettre fin à une histoire, c'est dur. Et elles le savent très bien. Mais en une plus, histoire normale, pardon. Mettre fin à une histoire normale, c'est dur. Mettre fin à une histoire tout court, Oui, c'est dur. là, c'est déjà. pourquoi ne pas se protéger, en fait. Parce que c'est dur de se dire que la personne qu'on aime, qu'on a choisi, est devenue cette personne violente. Donc déjà, ça d'un point de vue personnel. L'ego est touché. Et puis à côté de ça, parce que la violence, c'est un espace qui est très intelligent et très bien organisé, qui fait que partir, c'est extrêmement difficile. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'humiliation, il y a beaucoup de culpabilisation. Du coup, elles sont persuadées que c'est de leur faute. Elles sont persuadées que si elles faisaient des efforts, ça changerait. Elles sont persuadées que c'est à cause d'elles qu'il est violent et qu'en fait elles vont faire ça, elles vont changer là-dessus et ça ira mieux. Elles culpabilisent. Et aussi autre chose, là le Grenelle il parle des féminicides. Elles meurent en fait. Aujourd'hui en France, des femmes meurent tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. La grande majorité d'entre elles meurent au moment où elles veulent partir. Bien sûr. Donc partir, c'est un moment dangereux. Quand nous qui accompagnons les femmes victimes de violences, toutes les associations, on sait que ça doit se préparer avec une immense acuité, avec beaucoup d'attention, parce que c'est super dangereux. Et les hommes ici présents en studio sont très attentionnés, hein. Je vois ça en tout cas d'un œil très attentif, messieurs, en écoutant, en buvant les paroles de notre invité, j'espère en tout cas. Aujourd'hui on parlait évidemment des enfants, parce que des jeunes adultes aussi, parce que c'est un peu votre concentration, j'allais dire, notre cible. Voilà, votre cible, merci. Est-ce que vous avez constaté au fur et à mesure du temps justement un certain nombre de témoignages qui se sont multipliés? Est-ce qu'on peut lier ça à une certaine époque? Est-ce qu'on peut lier ça à des faits d'actualité, à une période précise? Alors, je pense vraiment pas qu'il y ait plus de violence aujourd'hui, en ce qui concerne la violence elle-même. On en parle plus, c'est ça, voilà. En revanche, on en parle plus, oui. Ça c'est sûr. Ça c'est déjà un bon point quand même. C'est un super point, c'est la base. Quand je vous disais, la première chose à faire, c'est d'en parler, c'est de dialoguer, c'est d'ouvrir la parole là-dessus, même avant les violences, justement, en fait, parler de ça. Et nous, on a vu un effet très très fort des mouvements MeToo et Balance ton porc, parce qu'on a vu en 3 mois une augmentation de plus de 110% de fréquentation du chat, de beaucoup de femmes qui venaient en disant je viens de voir un témoignage et en fait je pensais pas que c'était des violences, mais moi il m'est arrivé la même chose. Donc en fait plus elles en parlent, plus d'autres en parlent, plus elles viennent trouver des gens qui peuvent vraiment leur donner une réponse plus concrète. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditrices, auditeurs qui nous écoutent effectivement et qui veulent en savoir davantage, peut-être aussi pour orienter leurs enfants sur votre chat, pour essayer peut-être d'en apprendre davantage. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup des expériences des autres, surtout à un âge précis. Quoi, j'allais dire qu'il n'y a pas d'âge finalement pour apprendre. Mais où on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Alors sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, c'est En Avant Toutes au pluriel. Au pluriel, oui. Et vous pouvez surtout aller voir le site enavanttoutes.fr que j'invite pour les jeunes et pour les adultes, pour les professionnels, pour tout le monde, qui aborde les questions d'amour, de respect, de violence évidemment, de jalousie, de relations. Et il est hyper interactif, il y a des témoignages, il y a des quiz, il y a plein de manières de voir comment on aborde la question et comment les jeunes en parlent. Dernière question. Oui, Sofiane, t'as une question? Oui, moi je voulais juste poser la question s'ils sont soutenus par certains médecins de votre association ou de psychiatres, parce qu'il y a plein de pathologies qui sont méconnues de certaines personnes, par exemple le pervers narcissique, ça veut parler de culpabilisation, etc. de la femme, et ça c'est vraiment des pathologies qu'il faut absolument décrire ou bien analyser au niveau... Effectivement, on en parle d'ailleurs, et il y a plusieurs femmes qui viennent en parlant de pervers narcissique, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que souvent on se dit que les hommes qui sont violents, c'est parce qu'ils sont fous. Il y a souvent cette idée-là, mais en vrai, c'est des gens. C'est beaucoup des gens lambda. Ça peut être n'importe qui. Il y a beaucoup de pathologies en même temps pour essayer d'aider la personne de s'en sortir de. Par exemple, le pervers narcissique. D'aider l'homme, en fait. D'aider la femme, en vérité. Non, à décrire la pathologie de l'homme. Parce que, à déceler le comportement d'un homme. Un soutien au niveau psychiatrique, ça serait bien pour décrire certaines pathologies qui peuvent pousser l'homme à. Justement, sur notre site internet, et puis après, nous, dans notre prise en charge, on parle de toutes les stratégies des agresseurs. Comment les violences quels sont les mécanismes vraiment des violences. Je vous invite à aller voir pareil sur internet, c'est très précis et ça fait beaucoup de bien aussi de voir ce que c'est, de comprendre. En avant toute point. FR comme FR. Écoutez, merci beaucoup en tout cas Yéna d'être venue. On a
explorer un petit peu ce terrain qui vous concerne et nous intéresse tous. Une petite question pour terminer. Est-ce que finalement aussi les médias qui aujourd'hui médiatisent ce qui se passe au travers du Grenelle, moi je me rappelle quand même de pas mal d'affaires d'hommes politiques qui ont été accusés de mauvais comportements envers les femmes. Et ils s'en sortent toujours bien, les hommes politiques. Ah bah c'est une des questions qui sont toujours adressées. C'est comment est-ce que ou les personnalités quoi. Oui, les personnes puissantes, enfin les personnes d'influence d'une manière générale. Ouais. Et il y a une question d'impunité qui est très difficile, mais ça vaut aussi pour Johnny Depp, ça vaut pour d'autres espaces de pouvoir. Il n'a rien fait Johnny Depp. Il a juste tabassé un verre. Ah bon? Qui a été accusé par sa femme de violence conjugale, de son preuve à l'appui. Et alors ce qui était. C'était l'ancien mari de Vanessa Paradis. C'est intéressant. Alors ça c'est intéressant. Juste une toute petite parenthèse. Vite parce qu'on est en retard. Dans ce fait divers qui a été médiatisé, on a tous, enfin les journalistes ont beaucoup hésité à dire que en fait peut-être que c'est une menteuse, peut-être qu'elle en voulait pour son argent. En plus il y avait une différence d'âge et comme ils s'étaient précipités dans leur union, il a fallu que il y a un peu moins de 3 mois qu'elle montre les photos de son cuir chevelu arraché et de photos de la maison qui était complètement saccagée pour qu'enfin l'opinion publique puisse saisir et puisse lui donner raison. C'est-à-dire qu'on avait quand même démystifié le personnage, le gentil pirate des Caraïbes. Et j'ai l'impression que même dans la vraie vie, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, on est d'abord obligé de se montrer de montrer que l'on est innocent lors des procédures. Les jeunes femmes, elles doivent vraiment montrer patte blanche en fait. Alors c'est elles les victimes. C'est elles qui doivent montrer qu'elles ont raison. Ouais. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile d'accepter qu'un homme est violent plutôt que d'accepter qu'une femme ment. Merci et ça en dit beaucoup sur notre société. Yéna, en tout cas, fondatrice de l'association En Avant Toutes, enavanttoutes.fr et sur les réseaux sociaux. On peut vous retrouver sur Instagram, sur Facebook, bien sûr. Karima, tu restes là, il y a un petit quiz. Oui, bon, allez. Et bien tout de suite, tu vas affronter ces messieurs et j'espère que tu vas les laminer. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum. Voilà, ce qui doit rester en antenne reste en antenne, évidemment. Avec Sofiane Lakdari et Yasser Louati. T'as vu, Karima, comment ils se sont bien comportés, nos chroniqueurs? Ah oui, j'ai rien à dire. Vraiment, l'équipe est formidable. Ouais, c'est le dogme habituel, la parole au premier concerné. Exactement. C'est un peu la devise et l'ADN de cette émission. Concerné? Non. Oh, les premières concernées. J'ai pas dit les concernés. Bon, c'est vrai. Bien on va voir si vous allez rigoler. Non, c'est ce qu'on reproche sur plein de questions, notamment sur les questions de racisme et tout. Quand c'est des questions qui touchent aux femmes, les premières concernées prennent la parole. Ce sont les femmes. Parce que c'est elles qui vivent ce qu'elles décrivent et pas nous qui doivent leur donner un scénario sur ce qu'elles vivent. Demain, j'espère qu'on aura un homme qui parlera pendant l'émission. Ah oui, d'accord. Bon, très bien. Pour la dernière. Demain, t'es pas là, toi. Ouais. Le Louati, c'est jeudi, pas le vendredi. Ah. Non, le jeudi, c'est le Louati. Le quiz avec mes 5 questions. Le quiz qui oppose aujourd'hui Yasser Louati, Sofiane Lakdari. On porte les téléphones. Non. Karima Perroni. Toi aussi, range le téléphone. Je vais pas. J'ai rangé le mien, moi. Voilà. Alors, je me rappelle la règle, elle est très précise. Celui qui répond avant la fin de la question, je lui supprime le point. Ah bon? Carrément. C'est quoi cette nouvelle règle? Non, c'est pas une nouvelle règle. J'ai affiché ça tous les jours, Karima. Il faut attendre que je pose la question. C'est pour ça qu'hier, quand je disais Ali. Hier, il n'y avait pas de quiz. Hier. Non, avant-hier, quand je disais Ali, tu n'entends. Je crois que tu entendais pas. Je n'entends pas. D'accord, il a fallu que je redise. C'est ça. Tu t'as pas enlevé un point. Donc attention, je t'ai pas enlevé un point. Fais attention parce que c'est votre semaine en ce moment, tu vois. Ok. Voilà. On y va. Première question. Toutes mes questions ont un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 5 septembre 1987. Inauguration du tramway dans quelle ville de France? C'est en Isère. Montpellier. En Isère, oui. Grenoble. Bonne réponse, Sofiane Lakdari. Parce que c'est des écolos. Comment tu savais Isère en 80? Mais j'ai eu mon diplôme là-bas. Ah ouais, mais là il nous fait comme Slumdog Millionnaire quoi. C'est pas juste, attends, c'est quoi ce soir? 1-0 pour la mission. Parce que le truc il est improbable quand même, Grenoble. Mais l'Isère sont connus au niveau d'écologie. D'accord, ok. Ah oui, j'ai vécu là-bas pendant un an. Exactement. Sofiane Lakdari, 1 point. Deuxième question. Je cherche une religieuse, si tu réponds. Je cherche une religieuse catholique décédée en 1997. Mère Teresa, elle l'a eu. Je l'ai eu avant, j'attendais qu'il termine sa... Tu l'as eu. Mère Teresa, 1 pour Karima, 1 pour Sofiane. Comment tu l'as su ça? Yasser Louati. Je connais que de Sœur Emmanuel et Mère 0 Teresa. pour l'instant. J'ai répondu. Oui, non mais t'as répondu trop tard. Un ex-aequo un peu là, arrête là. Allez, un ex-aequo. Là c'est moi qui suis discriminé. Commencez à arrêter de me corrompre parce que la règle c'est les règles. Tu as répondu en première. Peut-être que c'est pour toi Yasser Louati cette troisième question. Écoutez bien, je cherche un chanteur d'un groupe très connu, né en 1946. Téléphone? Non.
Non mais il faut le chanteur. Ouais, le chanteur. Ah, le groupe. Le chanteur d'un groupe en français. Freddy. Freddie Mercury. Freddie Mercury, monsieur Yasser Louati. Ça va, toi? Bravo. C'est bon. Bravo. Là, tu l'as eu quand même, c'est bien. Franchement, Ils m'ont à bloqué une avec- seconde près, hein, Respect. franchement. Ils m'ont bloqué en pris. Mais la pression, on a 1-0. Freddie Mercury, c'était. C'est l'Olympique de Marseille, Mais non, le film- 91. le Ah bah je l'enlève tout de suite alors. Merci Sophie. Exactement, merci. Vous avez vu le film ou pas, son biopic? Il est super. Bon, alors, ça nous fait quoi là? Ex aequo, un partout. Voilà, on peut Un arrêter. partout. Il va falloir donc vous départager au travers de cette quatrième question, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, donc, quatrième question. Attention, c'est plus une question en rapport avec la date d'aujourd'hui, mais c'est une question d'actualité. Si vous la suivez un petit peu, vous allez pouvoir répondre. L'ambassadeur du tourisme de quel pays a menacé Macron de détruire- Brésil. Voilà. Brésil, Yasser. c'est Yasser. Mais avant la fin de la question. C'est vrai, Ouais, Yasser. c'est vrai. Attention. Sofiane. Le jiu-jitsu. Et il y a Benalla qui a pris et qui a voulu défendre Macron. Benalla. Oui, c'est ça, il a propose dit- un il octogone. propose un octogone. Ah, absolument. Le Brésil, effectivement, qui a menacé Fidèle, hein. Emmanuel Macron Parce qu'on de appelle d'étrangler la- Emmanuel Macron. Masculinité toxique, voilà. 2 pour Louati, 1 pour Karima, 1 pour Sofiane Nagdari. Attention, Oh là là. attention, tout va se jouer sur cette question. Combien de candidats pour l'élection présidentielle en Tunisie? 26. 26, c'est Sofiane bon. Nagdari. Ça, c'est à moi. Ça. Ouais, mais là, c'est pas juste, c'est Deux. t'es tunisien. Partout. Non, algérien. Algérien. Mais on a parlé de la Tunisie. avant. D'accord. Du coup, il me faut une question subsidiaire, parce que là, on a 2 partout entre Nagdari et Louati. Et Karim. Normalement, vous devez me Et laisser Yasser, le point, mais bon, comme ça ça, va. on se retrouve encore à égalité. Ouais. La dernière Logique. question, Normalement. attention. Soufflez-moi la réponse. Là, si tu réponds Karima, je suis embêté parce que ça fera 2 partout. Soufflez-moi, Vas-y, soufflez-moi. aussi, la réponse, on va faire durer. Donnez-moi le numéro Bonhomme. d'aide pour les femmes victimes de violences. 39-19. Voilà ce que je voulais pas. Tout le monde a gagné. Voilà. Tout le monde a gagné. 2 partout pour tout le monde. Égalité parfaite. Égalité C'est comme ça que parfaite. le monde devrait être. Alors, mon ami Itache qui tient les comptes me dit quand il y a l'égalité, on fait un demi-point. Un demi-point, ça veut voilà. dire quoi? Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il m'a dit. Hein, donc voilà. En tout cas, bravo à tous les 3. Se fait un match. C'est quoi cette histoire? Un demi-point? Mais ils Oui. inventent des règles Voilà, comme ça c'est en ça. cours de jeu. Si tu gagnes, t'as 1 point. Ou voilà, t'as 1 point de victoire. Si t'as une égalité, t'as 0,5. Ah oui, sur le, Ouais, voilà, le tu vois, classement tu comprends, international voilà, de la ouais, Ligue. Voilà, parce qu'on tient les comptes. Il y a un nous. classement carrément. Ah, il y a un classement. Ah ouais, c'est là, mais il veut il y a un garder sa classement. Il y a même un fichier Excel qui a été fait. Ah oui, non mais tu sais Ils qu'il sont voilà, très il y a sérieux, un hein. fichier Excel exactement. Tu as raison. T'es Demain, pas régulièrement sur WhatsApp, hein. c'est ça. Demain, rendez-vous avec Abdestamita. Justement, le patron sera là avec Audrey Pronosti et Sabrina Sebaï et donc Karima Perroni. Il y a beaucoup de i dans les noms de nos chroniqueurs. Et vous avez remarqué. Lagdari, Louati, Mami et toute la clique. Merci beaucoup mon Yasser. Rendez-vous la semaine prochaine. En Tu tout cas, reviens. ravi, j'ai rencontré Karima pour la première Ravi fois. également. C'était un plaisir. Donc, c'est une bonne rentrée pour moi. L'équipe a grandi. Oui. Merci. Et elle a bien grandi. Hein. Mais par contre, au jeu, ça sera sans pitié. Alors, T'as vu Bon. ça? Je voulais partager mon point. Non, mais ils sont sans pitié. Vous avez ces hommes. ah, il y a plus personne. Il y a Ah, plus les de cœur, garçons, il y a plus de Merci. cœur. Moi, je Merci, partage mon pas, hein, Sofiane. je partage pas son avis. Hein. T'as raison mon Sofiane. Merci Sofiane Lagdari. À très vite. À très vite. À demain Christophe. Karima. Au revoir. Merci d'écouter France Maghreb 2, 18h, une petite minute. Presque, on y était. Hein. Le rappel de l'actualité de ce jeudi soir, bonsoir. Bonsoir. Les partenaires sociaux reçus aujourd'hui et demain à Matignon pour une nouvelle concertation sur la réforme des retraites. La CFDT évoque une ouverture de la part de l'exécutif sur le calendrier et la méthode de travail. De son côté, Force ouvrière a rappelé son opposition au principe du régime par points. Un non-lieu scandaleux, réaction du principal syndicat de pilotes de ligne après la décision des juges d'instruction chargés de l'enquête sur le crash du Rio-Paris en 2009. Ils ont refusé de renvoyer Airbus et Air France en correctionnel en estimant que l'accident était de la seule responsabilité des pilotes. Boris Johnson va à nouveau tenter lundi prochain de faire accepter par le Parlement des élections anticipées. Pour obtenir l'accord indispensable des travaillistes, il devra probablement accepter d'ici là un report du Brexit. Le propre frère du Premier ministre a démissionné aujourd'hui du gouvernement. Joe Johnson, qui est contre le no deal, explique qu'il place l'intérêt général au-dessus de la loyauté familiale. Martine Aubry va demander à la métropole de Lille la gratuité progressive des transports publics à partir de 2020. Une mesure qui devrait être mise en place d'abord pour les moins de 18 ans et les retraités à faible revenu.
Maire de Lille depuis 2001, Martine Aubry devrait annoncer à la fin du mois si elle est candidate à sa réélection. Le Monde et BFM vont produire des vidéos pour Facebook. Le quotidien associé à la chaîne d'info et au site Brut produira notamment une émission quotidienne sur l'environnement intitulée Plan B. Elle sera diffusée à partir de dimanche prochain. Enfin, l'ambassade de Grande-Bretagne présente ses excuses au maire de Saint-Gervais en Haute-Savoie pour l'abandon par un Britannique d'un rameur à 4300 mètres d'altitude. L'homme voulait se filmer en train de faire du fitness sur le Mont Blanc, mais il n'a pas réussi à redescendre l'appareil. La mairie va devoir envoyer un hélicoptère pour mener à bien l'opération. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.